On commence par les interviews de l'IA cette édition. Et oui, avec ceux qui font l'actualité dans le domaine de l'intelligence artificielle. Et ils sont autour de la table. Philippe Colléon, merci beaucoup d'être avec nous Merci pour d'Academia. l'invitation. On va parler ensemble de l'IA au collège, au lycée. On va voir comment les élèves, les parents, les enseignants aussi relèvent ce nouveau défi. Alexandrou Agachi de Masterdoc, merci aussi d'être avec nous. Merci. Vous allez nous présenter un outil de pilotage par intelligence artificielle, bien évidemment, pour les cabinets de santé et en particulier les cabinets dentaires d'ailleurs. Mais on commence avec vous, Inès Benamor, bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en intelligence artificielle spécialisée dans les modèles prédictifs appliqués aux environnements complexes et vous êtes la directrice data sciences et IA chez Booper, qui est une plateforme qui permet d'améliorer sa performance commerciale et de piloter ses prix. En l'occurrence, c'est pour le commerce, pour le secteur du retail. Comment est-ce que l'IA peut aujourd'hui m'aider à fixer un bon prix? Et qu'est-ce qu'un bon prix d'ailleurs? Effectivement, en fait, la fixation des prix aujourd'hui, c'est un vrai défi pour les retailers. Donc, chaque jour, il y a des milliers de références, des concurrents qui bougent, la promotion qui évolue, d'où le recours à l'IA. C'est-à-dire qu'on ne fixe pas un prix une fois pour toutes. Ça bouge sans Ça arrêt. devient dynamique. On est obligé d'utiliser l'IA, d'utiliser la donnée fiable pour pouvoir fixer un prix optimal qui va garantir une meilleure stratégie tarifaire pour les retailers et donc une meilleure maîtrise de la marge. Et il y a beaucoup de paramètres qui entrent en jeu. Je veux dire, un tableau Excel ne suffit pas aujourd'hui. Non, mais ouais. Après, avec l'IA, en fait, l'IA, elle est capable d'intégrer une liste des facteurs clés. On a découvert qu'il n'y a pas que le prix qui peut impacter la quantité de vente. Il y a des facteurs clés comme la météo, le prix concurrent, les jours spéciaux, les vacances. Et D'accord. donc, il fallait intégrer tout ça dans l'intelligence artificielle pour pouvoir prédire un prix optimal selon la stratégie de l'enseigne. Alors vous dites prédire, c'est-à-dire qu'on anticipe un changement de prix? On anticipe un prix, un nouveau prix? Effectivement, savoir le prix ne suffit pas. Ouais. Il faut aussi anticiper la quantité de vente et donc la demande. Et donc, quand on anticipe la quantité de vente, on évite les ruptures de stock, les invendus, qui sont aussi du chiffre d'affaires perdu pour l'enseigne. Ouais. Et donc, nos modèles prédisent avec précision cette demande. Et donc, c'est fini les mauvaises surprises. D'accord. Et alors, c'est un modèle qui décide du prix tout seul? L'intervention de l'humain a quelque chose à faire encore là-dedans? Alors, nos modèles IA chez Booper, ce sont des modèles qui font le travail. Donc, ils font des recommandations, mais c'est toujours l'expert métier qui valide ou pas. Donc, Mais est-ce qu'il peut prendre le risque de ne pas valider? Parce que moi, ça, c'est une vraie question que je vous pose, hein. Est-ce qu'on peut prendre aujourd'hui le risque de ne pas valider quelque chose qui a été le résultat de calculs qu'on est incapable de comprendre même? d'où l'importance de rendre l'IA accessible et compréhensible à tous. C'est-à-dire un manager qui ne comprend pas pourquoi le prix doit évoluer, Oui, il n'appliquera pas. d'accord. Donc, chez Booper, on essaye d'expliquer ça, de rendre ça justifiable pour l'équipe métier. Et donc, la compréhension crée la confiance et la confiance déclenche l'action. D'accord. Donc, vous donnez accès à tous les critères en fait qui sont utilisés par l'IA, à une explicabilité, c'est ça, de l'algorithme? Oui, donc on a un outil dans lequel où l'expert métier, d'une façon simplifiée, même si les modèles sont complexes, donc on essaye de simplifier les résultats, les recommandations, et ça devient de plus en plus simple pour l'utilisation côté métier. Et vos clients, ils sont en France? Enfin, c'est des retailers français qui utilisent ces solutions? Oui, on a plusieurs clients. On a des clients en France, en Europe, à l'international, en Asie. Et l'adoption, elle se fait facilement en France? Oui, parce Ouais. qu'on a en fait, c'est une solution SaaS, donc c'est facile à intégrer. Après, Non, mais je on juste savoir s'il y a des résistances par bah, rapport à sans d'autres rentrer régions. trop dans les détails techniques, mais c'est vraiment, on a créé un environnement qui facilite l'intégration des données, même si les données ne sont pas structurées. Donc, on arrive à les intégrer. L'équipe Data Science IA de Booper travaille sur le nettoyage et l'analyse de ces données, parce qu'une IA performante, elle dépend aussi de la donnée.
Oui. Donc, et l'expertise de Booper, le savoir-faire de Booper, c'est pouvoir rendre la donnée plus structurée, plus fiable. Et plus la donnée elle est fiable, plus les prévisions sont pertinentes. Ok. Vous avez des questions sur cette solution? Parce que vous êtes tous dans des Absolument. domaines tellement différents que, je ne sais pas, vous découvrez comme moi, non? Oui, c'est un peu le yield management dans les Oui. années d'avant, Oui. de pousser à l'extrême avec beaucoup plus de données et d'intelligence. Ouais. Effectivement, petit peu. c'est pouvoir mettre les données dans l'IA, passer de l'IA dans Excel à l'IA dans les données dans Excel aux données dans l'IA, et donc pouvoir transformer cette donnée en une décision rentable. Alors, Alexandro Agachi, donc vous êtes le cofondateur de MasterDoc qui développe une solution d'analyse, je l'ai dit, à partir d'IA dédiée aux cabinets de santé, en particulier les cabinets dentaires. Il y avait un besoin, il y avait une urgence dans le dentaire à utiliser de l'IA. Alors, je vais mentionner qu'on a commencé par le dentaire, mais qu'on va s'étendre au médical dans quelques mois. Oui. Donc, c'est vraiment toute la médecine libérale à laquelle on s'adresse. Et vous avez tout à fait raison. Donc, nous, on commence toujours par le pourquoi, en fait. Pourquoi utiliser l'IA Vous y avez fait allusion, en fait, avant aussi. On doit vraiment l'utiliser là où il y a un vrai besoin, essentiellement. Oui. Et nous, en fait, on est une équipe de 15 personnes et on est animé, on est guidé, en fait, par cette croyance, en fait, que si on continue de pratiquer la médecine d'aujourd'hui, nos systèmes de santé vont devenir un point insurmontable pour les Pourquoi? sociétés Qu'est-ce modernes. qui vous inquiète? Et je cite le docteur Eric Topol ici. Qu'est-ce qui nous inquiète? Il y a deux choses en fait. Il y a le besoin envers le système de santé qui grandit non-stop, comme vous le savez. Donc on a une population qui vieillit. On a de plus en plus de besoins envers ce système de santé. Et de l'autre côté, en fait, on a l'opposé qui se passe, où en fait, l'offre elle est en train de baisser de plus en plus parce qu'on a des départs à la retraite très importants qui arrivent, qui sont en train d'avoir lieu maintenant même. Donc on a la création de déserts médicaux. On en parle beaucoup en France aujourd'hui. Oui. On connaît tous les listes d'attente chez les médecins. Ça m'arrive à moi personnellement aussi, en fait. On me dit, désolé, mais les 9 prochains mois, il n'y a aucun créneau. Donc, en fait, ces deux choses, en fait, font qu'on va dans une direction où on doit forcément évoluer, faire changer la manière dont on pratique la médecine et le système de santé. Donc, c'est ça qui nous guide, nous. Oui, mais là j'ai pour l'instant encore du mal à voir où l'IA peut intervenir. Alors, il y a donc... la chose la plus importante pour nous, le levier le plus important en fait pour libérer, pour dégager en fait la pression sur le système de santé, c'est de libérer le temps des équipes soignantes actuelles en fait. Former des équipes soignantes, c'est très difficile. Inviter ou amener des équipes soignantes d'autres pays, c'est très difficile parce qu'il commence à manquer de médecins dans quasiment tous les pays en ce moment. Ouais. Donc nous, en fait, on a décidé que le levier le plus important, ça nous semble évident, c'est de libérer le temps des équipes actuelles. Parce qu'il est pris par de l'administratif. Alors, on estime donc qu'il y a beaucoup d'études qui ont été faites dans différents pays, dans différentes spécialités, mais on estime qu'en fait, entre 30 et 50% du temps des équipes cliniques est passé à faire de l'administratif essentiellement. Donc, c'est très paradoxal. Il nous manque des équipes soignantes et en même temps, on leur demande de passer jusqu'à la moitié de leur temps à faire de l'administratif, en fait. C'est terrible, ça. Voilà, c'est comme ça qu'on arrive dans la situation où on est, en fait. Bon, mais une IA, elle ne fait pas tout le job toute seule. Donc, ça va leur demander quand même du temps pour apprendre à l'IA comment fonctionne le cabinet, quel est l'administratif dans tel pays, en particulier en France, comment ça fonctionne. Et donc, comment elle travaille, votre IA ? Alors, vous avez tout à fait raison. Donc, il y a deux administratifs déjà. Il y a l'administratif clinique et l'administratif non clinique. Donc, nous, en fait, moi, j'ai grandi dans une famille de médecins. Mon père, il est neurochirurgien. Ma mère est chirurgien-dentiste. Les deux sont en exercice ici à Paris. Et j'ai vu, en fait, ce qui se passe après les consultations. Donc, le soir, le dimanche à la maison. Et ça, c'est tout l'administratif dont ils doivent s'occuper, en fait, qui est non clinique. Donc, nous, on vient vraiment s'occuper de ça. Plutôt que d'aller vers le clinique où il y a beaucoup de solutions qui sont proposées, qui sont tout à fait utiles et pertinentes. Nous, on est allé vers l'administratif non clinique, en fait. Donc, on vient dégager ce temps en fait pour les équipes soignantes et concrètement on automatise autant de tâches que possible sur la base pour aller dans le concret vraiment sur la base de classificateurs fondés sur le concept d'apprentissage automatique, donc de machine learning comme on le dit, et bien sûr on va dans la direction de leur permettre en fait d'interagir avec leurs données en fait non cliniques au sein du cabinet. Donc c'est vraiment de la gestion du cabinet. Absolument, c'est exactement ça. Donc nous en comme fait un chef d'entreprise, n'importe quel chef d'entreprise. Comme un chef d'entreprise ou une chef d'entreprise en fait qui vient aider les médecins, hommes et femmes en fait, à piloter leur cabinet. Donc c'est ça qui leur manque. Un de nos Mais c'est spécifique pour une profession libérale, la gestion de cette entreprise? Alors, c'est une très bonne question. Donc, nous, on fait vraiment le médical parce qu'on traite beaucoup. Pour, en fait, piloter un cabinet, on a besoin d'interagir avec la donnée médicale, en fait, les actes, les rendez-vous patients. Donc, en fait, c'est pour ça qu'on a créé une solution verticalisée au secteur médical, mais les mêmes besoins, comme vous le dites très bien, existent dans toutes les professions libérales, quasiment. D'accord. Mais nous, on fait vraiment la médecine, essentiellement. OK. Et en plus, j'imagine que le médecin, il est formé à la médecine, mais pas à la gestion de
d'un cabinet, Vous avez tout à d'entreprise. fait raison, c'est exactement ça en fait. Donc des piliers du système de santé, comme vous le savez, c'est la médecine de ville, la médecine libérale. Et en fait, on les pousse dans la médecine libérale alors qu'on ne leur a jamais enseigné à gérer une entreprise en fait. Voire on Oui. leur a toujours dit, c'est pas une entreprise, attention. Et pourtant, ils ont les mêmes charges, les mêmes coûts, les mêmes frais en fait que toute autre entreprise. Et nous, on vient les assister à ce niveau de leur vie professionnelle. En fait, le clinique, généralement, ils le savent très bien. Ils se forment très bien à ça. Ils adorent passer du temps à soigner. Et nous, on vient en fait libérer leur temps non clinique en fait, en nous occupant de toutes ces tâches ingrates, si je peux me permettre, dans le cabinet. Ou qui doivent leur paraître ingrates, oui. Et vous dites aussi que ça permet de partager des données aussi entre cabinets. J'imagine qu'ils sont tous très concurrents finalement. Donc, Alors, on est tous dans une logique quel en est fait de l'intérêt santé recherché, publique là en fait. Donc, mais ce qui se passe, c'est que quand on est dans la médecine libérale, quand on quitte l'hôpital public en fait, on a plus ces staffs à 6 h du matin ou 7 h du matin qu'on avait avant. On a plus ces collègues qui sont toujours autour de nous. Donc, en fait, on se retrouve seul souvent. On est assez isolé. On consulte seul. On gère le cabinet seul. Et du coup, on n'a jamais en fait de comparaison. On ne sait jamais comment on se positionne, si on fait bien, si on fait moins bien. Donc, nous, en fait, on vient aussi un peu comme vous le disiez avant. Donc, on vient collecter ces données, on les agrège, on les anonymise bien sûr, et ensuite on leur permet en fait de se situer par rapport à des cabinets similaires, par rapport aux moyens de la profession qui généralement n'ont pas été développés en France essentiellement. Donc super intéressant, hein. Donc on voit là vraiment des usages hyper pratiques. On va parler maintenant avec Philippe Colléon, un peu d'éducation quand même. Vous êtes cofondateur et président d'Academia, qui est un acteur de référence en particulier dans l'assistance scolaire, l'accompagnement scolaire, mais vous travaillez aussi sur l'enseignement, la formation. Et là, donc, notre sujet, c'est l'IA. Oui. L'IA qui arrive, hein, ça y est, bon, elle est On y là. est, on y est. Ok. Et donc, vous dites quoi? Il faut aider les enfants à s'en servir? Alors, ça pose beaucoup de questions, l'arrivée de l'IA, sachant qu'encore une fois, l'école a pour mission de former les jeunes de demain. Donc imaginez aujourd'hui le monde, comment il sera dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, c'est très compliqué. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que l'IA est utilisée par les élèves, plus pour faire leurs devoirs et quelque part les rendre totalement idiots, parce qu'il n'y a plus de réflexion, il n'y a plus d'analyse, plutôt que comme une aide, quelque part, à la réflexion et rentrer en une éducation active, si je puis dire. Donc, il y a des dangers par rapport à cette nouvelle proposition. La question, c'est pas de savoir... C'est-à-dire le danger de ne plus faire d'efforts, c'est ça? De plus réfléchir par soi-même? Plus de réflexion, Ouais. faire les devoirs, voilà. Donc, il y a beaucoup faire son d'études... prix, par exemple, par une IA, et de plus réfléchir soi-même à son marché. Non, mais Non. c'est intéressant. Non, mais Oui, c'est pas complètement, pour vous confronter, complètement. mais de continuer quand même à travailler son réfléchir. expertise. Tout à fait. C'est pas que nous, on préfère parler d'intelligence active que artificielle. C'est rendre l'éducation acteur, l'élève acteur de son apprentissage. Alors, on peut dire qu'il y a plein de dangers, mais il y a aussi plein d'opportunités. Oui. C'est-à-dire que l'IA va permettre aux élèves aussi, quand il est bien encadré, quand il sait utiliser l'outil, d'aller beaucoup plus vite, d'aller beaucoup plus loin. Maintenant, c'est quoi les clés pour que ça marche? Oui. C'est d'abord maîtriser les fondamentaux. Le français, les maths, la culture générale. Parce que l'IA va cracher quelque chose, va dire quelque chose, mais on rentre dans l'ère du questionnement. Là où on apprenait avant aux élèves à apprendre, aujourd'hui, il faut apprendre aux élèves à questionner la machine, à relancer. Absolument. Et pour ça, effectivement, il y a besoin de connaissances en français, en mathématiques, en culture générale. Donc, quelque part, notre position, nous, chez Academia, c'est de dire... La question, c'est même pas de savoir si c'est bien ou pas bien. Je vais vous prendre un exemple, la voiture. Bon, c'est bien, c'est pas bien, mais il faut apprendre à conduire. La clé d'apprendre à conduire. Aujourd'hui, notre mission, à l'éducation nationale et des acteurs comme nous, c'est d'apprendre aux enfants à utiliser l'IA, ou les IA, voilà. Donc, quelque part, on a un devoir vis-à-vis de l'ensemble de la communauté encadrante, ça veut dire les professeurs, les parents, Oui. de former ces gens-là à l'usage de l'IA dans le cadre scolaire. Voilà, c'est ça le grand défi. Comment vous faites pour toucher les parents? Parce que je vois bien comment est-ce qu'on peut pousser cette éducation au numérique, finalement, auprès des élèves, auprès des enseignants, mais pour aider les parents, qui doivent être complètement perdus parfois, non? Alors, certains sont perdus, mais à la limite, avant, il y avait les devoirs à la maison qui étaient, très honnêtement, 50% faits par les parents. Oui. D'accord? Donc, c'est surtout Ah bon? de ne pas laisser... Oui. On notait bien souvent les parents plus que l'élève. Ça reste bien sûr entre nous. Hein. C'est ce qui permettait d'avoir une meilleure note dans sa moyenne. Pas toujours. Pas toujours, tout à fait. Mais si vous voulez, c'est justement d'obliger l'enfant à vérifier ce que dit la machine. Quand je parlais de l'ère du questionnement, à dire, OK, est-ce que tu as bien posé la question? Est-ce que tu peux
relancer, approfondir ta question. Donc je pense qu'il faut surtout pas. Il y a la Khan Academy qui a 2 millions d'élèves dans le monde, qui a vu que seulement, si vous laissez seul l'enfant avec l'IA, seulement 10% s'en sortent. 90%, Oula. bon, pas questionné. Donc, ce qui est clé, c'est l'accompagnement autour. Donc, nous formons, par exemple, chez Academia, nos enseignants sur comment, justement, aider les enfants par rapport à l'intelligence artificielle. Donc, c'est un défi énorme. C'est-à-dire que tous les systèmes éducatifs sont remis à plat dans le monde. On est sur une nouvelle ligne de départ. C'est comment chaque pays va pouvoir se doter, quelque part, de la meilleure intelligence artificielle, qui sera la meilleure intelligence active. Donc, ça veut dire que vous mettez en place des outils de formation pour les élèves, Oui, mais aussi pour les enseignants. tout à fait. D'accord. On a fait beaucoup de formations, aussi destinées aux parents, justement, pour voir comment accompagner leurs enfants, les dangers, quand je disais développer l'esprit critique, vérifier les sources, enfin, etc. Il y a comme une méthodologie pour accompagner l'enfant, qui on retrouve, je suppose, dans d'autres métiers, même, je dirais, journalistes, etc. Comment on vérifie les sources, comment on vérifie les données. Voilà, donc c'est notre mission aussi, chez Academia, qui est d'accompagner quelque part dans ce nouveau monde. Vous avez regardé à l'étranger comment on aborde cette question? Oui, dans un des pays les plus développés, qui est la Corée du Sud, comment ils utilisent l'IA, justement, c'est sur la possibilité d'individualiser les parcours. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, un enseignant, il a 35 élèves par définition, qui sont différents chacun. Eh bien, l'IA permet de dire, voilà ce que chacun a compris, pas compris, assimilé, pas assimilé, et de dresser des parcours individuels. Oui. Donc là, c'est de l'IA intelligente, parce que ça va permettre justement l'individualisation. Individualisation que nous faisons depuis 30 ans chez Academia. Mais donc, quelque part, l'IA, je vous rappelle, dans Academia, il y a IA, hein, donc on l'avait quand même bien anticipé. On se fait exprès, ça? Pardon? Se fait exprès? Bon, passons. On dirait que non. Non, mais voilà, donc, quelque part, c'est l'individualisation de chaque enfant. Après, la question, c'est est-ce que l'IA va recréer, quelque part, des discriminations entre les bons et les mauvais élèves, donc les bons vont être encore meilleurs, oui. Et les mauvais, ou au contraire de dire c'est un moyen d'aider tous les élèves, et surtout ceux qui sont le plus en difficulté, par des parcours individualisés. Donc je pense que c'est toute cette réflexion qu'il faut que la communauté, quelque part, réfléchisse, et surtout, si j'ai une chose à dire, c'est laissons l'ensemble des acteurs que vous êtes, intelligents, réfléchir à ce sujet-là, et il ne faut pas que l'école, comme bien souvent, a tendance à se refermer, se replier sur elle-même. Donc laissons le maximum, il y a beaucoup d'intelligence, de petites boîtes, des grosses boîtes, pour proposer des solutions pour aider les enfants, parce que c'est notre mission d'accompagner les enfants pour les 20-30 prochaines années. C'est ça, Et oui, c'est former la génération de demain. Et voilà, et qui seront demain, qui des dentistes, qui des directeurs de produits. Et c'est vrai que vous devez aussi, j'imagine, travailler sur cette pédagogie, non, auprès des utilisateurs de vos solutions. Effectivement, Ils dans n'arrivent la pas en continuité, sachant exactement que fait l'IA et comment ça fonctionne. L'IA, elle remplacera jamais les enseignants, et donc elle remplacera jamais aussi les experts métiers chez nous. Donc l'IA, elle va les rendre plus puissants, prendre des décisions plus rapides, plus éclairées. Il y a ce travail quand même de pédagogie, j'imagine que vous êtes obligé de faire, vous en particulier, non? Alors absolument aussi, mais il faut aussi être professionnels de honnête santé. que ça s'est tellement démocratisé ces 24 derniers mois, en fait, ça avance tellement vite que finalement ça vient de la vie personnelle vers la vie professionnelle C'est vrai. aussi. Donc ça nous aide beaucoup en fait. Mais au-delà de ça, bien Oui, mais sûr... parfois on croit à la baguette magique. Sauf que c'est pas magique, Ça aussi, on est d'accord. absolument. Il faut bien expliquer les erreurs des modèles, en fait, les hallucinations, comme on le dit aussi, en fait, la paramétrisation des modèles. Donc, surtout dans un milieu professionnel comme le nôtre, on essaye de sensibiliser à ces niveaux-là. Mais de nouveau, il faut enfin, je veux être honnête envers nos utilisateurs, ils sont quand même assez aguerris, en fait, de nos jours. Donc, ils ont beaucoup déjà de contexte quand ils viennent travailler avec nous. Et puis il y a la question de à qui je confie mes données. On doit quand même les éveiller assez tôt à ça. On n'utilise pas un grand modèle de langage ou un chatbot IA Tout à fait. pour raconter des choses très personnelles. Complètement. On a vu ça avec les réseaux sociaux, mais combien d'années on a mis pour dire attention, il y a danger. Oui. Donc j'ai un temps de réaction très lent par rapport à l'évolution. Là, on dit même ChatGPT, c'est fini, maintenant c'est Claude. Enfin, ça va à une vitesse
absolument hallucinant. Donc comment la communauté, moi je parle, pardon, de collégiens et de lycéens, peut suivre cette évolution et aider effectivement, prévenir des dangers, mais aussi des opportunités. C'est ça qu'il faut voir toujours. C'est pour ça que quelque part, on crée le passeport IA, qui est former les élèves sur justement comment utiliser ces outils, quelles sont les compétences nécessaires. Voilà, donc je pense qu'à un moment, il faut qu'on forme cette génération à l'usage de l'IA et pas dire, il faut pas d'IA du tout à l'école ou dans sa vie personnelle, ou au contraire, il faut tout IA. Voilà, la place de l'humain est essentielle et c'est notre capacité à accompagner l'enfant avec l'IA qui fera les bons résultats. Merci beaucoup Philippe Colléo, donc cofondateur et président d'Academia, était avec nous. Alexandre Agachi, cofondateur de Masterdoc, et Inès Benamor, directrice sciences IA chez Booper également. Merci beaucoup. À suivre, je vous l'ai dit, on va parler du dérèglement informationnel et comment est-ce qu'on peut répondre à cette question.